revient donc sur le plateau. On va recevoir notre nouvel invité. On va continuer de parler. On va parler un petit peu plus d'entreprise. On va parler aussi d'auto-école. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Et pour nous en parler, nous recevons Éric Marcelli, moniteur d'auto-école, donc patron d'un auto-école, et également qui a beaucoup défendu les entreprises. Et ma question, bonsoir Éric Marcelli. Est-ce que, j'allais dire bientôt 3 semaines, est-ce que les choses se mettent en place pour les entreprises? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que... Ça se met en place tout doucement, et les gens ont quand même peur de prendre des cours de conduite, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont confinés dans la voiture. Et donc, il y a une peur qui est là. Malgré tout le protocole qu'on a mis en place dans notre établissement, on a besoin de les rassurer à chaque fois. Alors, il y a une chose dont je parlerai sans doute pendant un moment encore, c'est le traumatisme. Le traumatisme qu'a causé ce confinement et cette peur qui est maintenant en nous, et que nous continuons à vivre comme si nous sommes confinés. Oui, exactement, puisque on n'a jamais connu ça avant. Hein. Il y a une bonne partie de la génération actuelle qui n'a pas connu les guerres, qui n'a pas connu les grandes maladies. Et je ne vais pas dire j'ai eu la chance. Hein. Oui, j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents qui ont fait la guerre, soit la guerre de 39-45, soit la guerre d'Algérie, soit la guerre du Vietnam, qui me racontaient des choses. Et c'est quand même là en moi. Ça fait partie de ma culture. Et tous les jeunes qui sont sortis actuellement, qui, depuis, on va dire, 1990, tout ça, pour eux, ce qu'ils connaissent, c'est Internet, la malbouffe. Je vais pas citer les noms parce que... Non, ça sert à rien. Et puis Facebook et ainsi de suite, quoi. Mais pour eux, ils n'ont jamais connu cette peur-là. Mais ils ont plutôt peur de ne pas avoir à manger. Et surtout de ne pas avoir, de ne plus avoir Internet, parce que ça, c'est leur peur. Parce que lorsque on voit, je ne vais pas critiquer, mais quand on voit des gens qui passent leur temps, le regard fixé sur l'écran de leur tablette ou de leur smartphone, qui sont totalement déconnectés avec leur environnement, c'est une autre façon d'être. Mais ça n'a pas suffi non plus, ça n'a pas aider à les protéger contre ce confinement. Parce que tout le monde est dans il y a en tout cas un grand nombre de personnes qui ont encore ce traumatisme du confinement. Oui, vous parlez d'Internet, là. Aujourd'hui, les enfants qui naissent, ils ont un téléphone portable. Ils vivent avec ça, en fin de compte. Et quand ils ont perdu certaines valeurs, beaucoup de valeurs, la valeur de la recherche, la valeur de la communication. Hein. Trop de communication tue la communication. Dans le confinement, moi, je sais que de notre côté, ça a permis de rétablir la communication, parce qu'on a fait beaucoup de choses, beaucoup de partages ensemble. Mais ce confinement a aussi mis une peur en place avec sortir avec des masques, sortir avec des gants, papier. Avec le gel voilà. Hydroalcoolique. Et on va sourire un peu parce que on va parler du vécu quand Éric Marcelli est dans la voiture, à côté moniteur, la personne est au volant. On parle aussi de la même façon qu'avant, ou on sent qu'il y a des choses qui se sont passées entre-temps. La pédagogie reste la pédagogie, hein. Mais quand on croise des gens en voiture qui sont tout seuls, on se dit mais pourquoi ils ont un masque? Et on amène à une autre réflexion au niveau de l'élève. Quand on croise les piétons aussi, pareil. Mais eux, ce qui les inquiète surtout, c'est comment ça va se passer l'examen. Ah, l'examen. D'accord. Est-ce qu'il y aura un examen ou pas? Oui, il y aura un examen, ça c'est sûr, il y aura un examen. Mais l'inquiétude est toujours là, parce que beaucoup doivent partir en métropole, d'autres en ont besoin pour travailler. Et si j'ai pas mon permis, parce que tout a été reporté on va dire 3 mois. Tout est décalé de 3 mois pour tout le monde. Donc, ils ont peur de perdre leur emploi aussi. Et puis, il y a aussi un fait, c'est qu'on a l'impression qu'on a perdu une année. 3 mois, mais on a l'impression qu'on a perdu toute l'année. En tant qu'entreprise, oui, on a perdu beaucoup. Hein. Je crois que pour tout le monde, de toute façon. Mais comme je disais tout à l'heure, c'était la première fois en 30 ans que je prenais quand même 2 mois de vacances. C'était un côté agréable, des vacances forcées,
Mais même si ça a fait du mal à l'entreprise, mais il y a eu un bon côté quand même, faut pas l'oublier. Alors, ce bon côté, c'est surtout remettre les choses en place. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est vrai que ça remet les valeurs, les bonnes valeurs, au bon endroit. Oui, parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, quand je suis arrivé en métropole avec le Bumidum, on n'avait rien. On a eu l'appartement juste le jour où on est arrivé, il n'y avait pas de meubles. Et il a fallu s'adapter. À 4 ans, dormir sur des feuilles de journal. On ne s'attendait pas à ça, alors qu'on a quitté notre petit confort ici. Et connaître un peu, disons, la vie dure en métropole. Hein, quand on arrive des îles, perdre ses racines et tout. Et je disais à mes filles, vous n'avez pas connu ça, vous. Ah, mais moi, je l'ai vécu. Aujourd'hui, il faudra apprendre aussi à vivre avec des choses dures comme ça. C'est peut-être pas pareil, mais il faudra apprendre à rationner. Ce confinement en métropole, c'était comment ? Ce confinement en métropole, quand j'y étais, c'était... vous savez, j'avais 4 ans, j'ai des souvenirs, mais ça marque. Hein. Mon père se posait la question quand est-ce qu'on allait avoir les meubles pour nous, parce qu'il pensait à ses enfants aussi. La plupart des parents pensent à leurs enfants d'abord avant eux. Ils préfèrent nourrir leurs enfants que se nourrir eux-mêmes. Hein. Même si c'est eux qui ramènent l'argent à la maison, qui doivent travailler, ils ont besoin de manger aussi, mais ils pensent toujours à leurs enfants. Que ce soit les moyens financiers, les moyens, que ce soit le lit, la table, les chaises et tout ça on y pense. Mais quand ça dure trop longtemps, les parents se posent beaucoup de questions, et puis ça marque aussi. Et justement, à ce niveau-là, quand on pense à ça, et je veux revenir à l'entreprise justement, c'est ça qui donne aussi la force de se dire, il faut travailler, il faut se battre, il faut absolument ramener de l'argent, ramener à manger à la maison. L'argent, il en faut, ça c'est sûr, d'accord ? Moi, du moment que je vis, c'est l'essentiel, que ma famille vive, c'est l'essentiel. À travers eux, je suis heureux. Si je les vois heureux, je suis heureux. Donc, l'entreprise aujourd'hui, on ne peut plus penser comme il y a avant le Covid. C'est fini ça. Même déjà avant, c'était difficile. Je suis quelqu'un qui me bat parce que le combat, c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. J'aime ça parce que ça nous permet d'exister. Parce que si on reste dans son coin, comme la plupart des chefs d'entreprise, hein, on est une minorité à se battre. La plupart attendent que ça se passe. Ben, elle est comme ça. Se battre comme son père, comme ses grands-parents, comme ça, toujours continuer le combat de nos ancêtres. Oui. Moi, je suis d'une famille de combattants, si on peut dire, de warriors. Hein. Ma grand-mère, souvent, elle était combattante à La Réunion parce à l'époque, il y avait simplement 2 partis. Et puis, elle était contre les injustices. Mon père était contre les injustices. Et quand ma tati me voit, elle me dit, tu sais, hein, ta grand-mère, elle serait fière de toi, Eric, de voir dans le combat que tu es pour défendre le peuple réunionnais. Parce qu'elle me répète, ma tati, souvent, ton père, il était exilé de force avec le Bumidum. Et ça, les gens ne l'ont pas compris. Et ça existe toujours aujourd'hui. Et ça existe toujours avec le CNARM. Et il ne faut pas l'oublier qu'on envoie de force, malgré tout, nos enfants, notre jeunesse à La Réunion, notre culture qu'on envoie là-bas, et qu'on ne voit plus ici, qu'en train de se perdre notre culture. Donc, il ne faut pas perdre notre culture. Je vais quand même mettre un bémol à ce qu'il vient de dire. Il y a quand même des gens, on va le dire, qui ont envie de partir, qui ont envie de découvrir autre chose, qui veulent découvrir je dirais, un autre environnement, d'autres pays, et ils partent aussi pour ça. Mais c'est vrai, comme vient de le dire Eric Marcelli, il y a aussi ceux qui n'ont pas le choix. Oui. Et ça, dans ma famille, c'est ce que j'ai vécu. C'est vrai que j'ai eu les 2 côtés, mais on sent quand on arrive là-bas des îles, notre couleur de peau, notre petit langage chanté, nous comprend pas trop le créole, nous rentre dans une administration, c'était le cas de mon papa, hein, mais il va aller encore rentrer dans une mairie, il dit, Eric, demande ça pour moi, pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine crainte de causer créole, donc il y a une certaine soumission, et malgré tout, on voit une discrimination là-bas, et je comprends. Cette discrimination, cette soumission, elle est encore très présente, surtout à La Réunion. Parce que quand on voit des personnes âgées qui ne parlent pas le français, qui rentrent dans l'administration, on voit toute la démarche, la tête qui se baisse, le corps qui se contracte, le repli sur soi, parce que c'est quelque chose que nous, on l'a vécu tout au long de notre enfance, on a vu ça. Aujourd'hui, on le voit encore. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les personnes qui sont derrière les guichets parlent créole. Oui, mais ils parlent créole, mais il y en a un peu aussi là.
Hein. Oui, c'est vrai. Et le créole, il tue le créole. Au lieu de relever la tête du créole, je dis, enfonce encore plus les créoles. Et on voit très bien, avec nos élus, notre élite qui est à La Réunion, qui préfère appauvrir encore la population au lieu de la sortir du marasme dans lequel on est. C'est clair que tous les éléments qu'on peut utiliser pour discriminer, pour rabaisser, pour croire que ça nous élève, l'être humain l'utilise. Le langage, pareil. C'est une sorte de manipulation aussi en même temps. On peut voir Tout, ça comme bien ça. sûr, mais Toutes bien les sûr. manipulations. Tout à fait. Hein. Tout à Mais fait. après, c'est à nous aussi de chercher la connaissance, de chercher le savoir. Et une personne ignorante est beaucoup plus facilement manipulable qu'une personne qui a le savoir. Et une personne qui a le savoir, tout comme vous, tout comme moi, tout comme d'autres personnes qui se battent, on est dangereux pour ces personnes-là, pour cette classe d'élite, si on peut dire, parce qu'on apporte de l'information. Donc on fera tout pour nous écarter du chemin et de manière à ce que les gens qui sont ignorants soient toujours manipulables. Et aujourd'hui, je rends compte que dans le combat que je mène pour la liberté, que ce soit ma liberté personnelle, ma liberté sociale, ma liberté d'entreprendre, on essaye toujours de nous ranger dans une case de manière qu'on ne fasse pas de bruit. Mais c'est beaucoup plus simple, en fait. Quand on parle on est en train de monter sur le langage. La question est le créole est discriminant, ou le français est discriminant. Pourquoi? Parce que quand on parle créole dans une classe, à l'école, ben, ça nous rabaisse. Mais le problème, c'est que quand on parle français en dehors, on se mocatait aussi. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est pas seulement le langage qui est discriminant, c'est l'individu qui utilise des éléments pour discriminer. C'est ça la différence. Et ça, on le voit encore aujourd'hui. Et c'est l'être humain qui est comme ça. Bien sûr, Eric. Marcéline, la question est beaucoup plus simple. Si on revient en arrière, dans quelle télé on parlait créole il y a 20, 30 ans? À qui on donnait, sur quels médias on avait le droit de parler créole? Il me semble bien que c'était pas RFO. Parce que... Non, la télé publique avait ses recommandations. Oui. Je ne vais pas critiquer ceux qui étaient là, mais il y avait des recommandations qu'il fallait suivre. Pour moi, il n'y avait aucune télé. Aujourd'hui, on parle créole sur tous les plateaux. Parce qu'on veut toucher une population. Ouais. Parce qu'on veut les ramener. Ouais, vous voyez, on fait des efforts, nous aussi. Mais vous parlez de ces télés il y a 20 ans, mais on le remarque aussi encore aujourd'hui dans d'autres dispositifs, d'autres institutions, où on veut mettre une langue qui n'est pas notre langue, et qui n'est pas notre culture. Moi, je vais dans certains... On va quand même, on est quand même français. Oui. La langue française, c'est quand même notre langue nationale. Exactement. Il faut pas non plus... Je ne parle pas de la langue française. Ah, d'accord. C'était quoi? L'arabe. Ah, d'accord. Parce qu'on veut mettre l'arabe à l'école pour nos enfants. C'est pas que je suis contre contre l'arabe, c'est pas ça. C'est que notre culture, notre racine, on a du mal déjà avec nos racines, hein, alors qu'on veut nous apprendre autre chose. Je vais quand même rectifier une chose. Aujourd'hui, quand on parle de langue, j'allais dire nos langues d'origine, parce que pour les Indiens, l'hindi ou le tamoul, pour l'arabe, pour la communauté réunionnaise de confession musulmane, enfin d'origine musulmane plutôt, on parle de parler malgache également. Il y a également les autres langues. Il y a pas seulement ces langues qui sont connues, mais les langues régionales. C'est bien, ça serait bien de l'apprendre aussi. Mais Jismi, il ne cause pas trop créole parce que moi, j'ai été élevé quand même avec les oreilles là-bas, même s'il me cause un petit peu papa, parce que papa, il cause créole, maman cause créole à la maison, mais il comprend, mais il cause rarement créole, parce que moi, j'ai un peu honte comme il cause créole, parce que les plus oreillisés, vous comprenez? Donc, notre racine à nous, notre langage ici, la Réunion, a été bâti sur le créole. C'est un mélange de tout. Donc, arrêtons d'imposer, laissons le choix. Le créole vient quand même des racines d'un vieux français. Oui, exactement. Et quel que soit le créole, le créole, parce qu'à l'Université de La Réunion, on apprend le créole aussi maintenant, une licence créole, le créole, il vient quand même de Haïti et tout ça aussi. Donc il y a plusieurs créoles. Mais c'est bien aussi de reconnaître une chose, c'est que toutes les composantes du comité de composantes qui composent la société réunionnaise
c'est normal qu'à un moment donné, ils souhaitent que la langue de leurs ancêtres soit également transmise à leurs enfants. C'est quelque chose qui est naturel. Je comprends, il n'y a pas de souci de ce côté-là, puisque à côté de moi, il y a une communauté chinoise où, entre eux, ils parlent chinois. Mais quand on est dans le chemin, ils parlent le créole avec tout le monde. Donc, et on n'a pas imposé le chinois à l'école, et ainsi de suite. Mais là, on veut nous imposer quelque chose encore. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions qui se passent actuellement. C'est une erreur, parce qu'on n'impose pas. On propose. Après, ceux qui veulent venir, ils le font. Ceux qui ne veulent pas, ne le font pas. Pas ici. Pas ici. On ne l'est pas imposé encore. Ouais. Mais au niveau de l'éducation nationale, on veut imposer dès l'enfant, je crois, qui passe en primaire ou en 6e, on va imposer déjà l'arabe à l'école. On verra ce que ça donne, parce que je pense qu'à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de réclamations, et je pense que chacun voudra que la langue de ses origines soit aussi inscrite à l'éducation nationale. Il n'y a pas de souci. Mais vous savez, j'ai des amis, que ce soit maghrébins en métropole, quand ils vont dans leur pays, ils ne se sentent pas originaires aussi. Quand ils sont en France, ils ne sont pas français non plus. Alors j'ai dit, mais vous êtes de la Méditerranée alors. Mais c'est vrai également pour... Les Antillais et les Réunionnais, pareil. C'est pareil. Et pas seulement, je veux dire, pour un Réunionnais d'origine indienne qui va partir en Inde, il a tort de croire qu'il est indien. Il a des origines indiennes, mais il est réunionnais. Il n'est pas indien. C'est vrai pour quelqu'un qui est d'origine malgache, qui est né à La Réunion, qui a grandi à La Réunion, hormis ses origines et ses racines qui sont en lui, je vois pas qu'est-ce qu'il a comment il va se sentir malgache à Madagascar. C'est normal. Quand on est sur un territoire, on grandit là-dessus, on devient ce qu'est le territoire. On a eu une ministre dernièrement qui se disait d'abord je suis marocaine après française. Pourtant elle a fait toutes ses études en France, elle était ministre au gouvernement, et au lieu de remercier la France de l'avoir amenée là, elle dit non, je remercie d'abord mon pays, le Maroc. Pour ne pas la citer, Nadia Navo-Valkassem. Ah, d'accord. Oui, elle a dit que je suis d'abord marocaine, ensuite française. À ce moment-là, on refuse l'argent de la France, en tant que ministre, et on se fait payer par son... Vous voyez, il y a un poids, deux mesures. Après, chacun fait ses choix. La question est de savoir comment on se sent bien là où on est et là où on veut faire quelque chose. Et quand on revient aux entreprises, c'est pareil. Est-ce qu'on a envie encore de se torturer? Est-ce qu'on a encore envie de se battre? Est-ce qu'on a encore envie de se démener pour faire avancer une entreprise à La Réunion ou en métropole? Pour moi, oui. Parce que on ne peut plus se battre comme on faisait avant, comme il y a 7 ans. Il faut trouver l'alternative. Nous avons trouvé l'alternative avec mon équipe, de manière à ce que nous ayons moins de charges sociales et moins d'impôts à payer, tout en restant dans la légalité, dans la loi française. Et le combat que j'ai mené depuis 7 ans, ça a permis de créer un noyau de résistants, mais on est confronté à la politicienne qui ne veut pas que nous avancions par rapport à des lobbying très importants. Et si dans... Ce rapport de force entre entreprises, malheureusement, ça a toujours existé, ça existera toujours. Ceux qui sont les plus forts écraseront toujours les plus petits. Mais il y a eu les 3 glorieuses, où on avait la possibilité de créer, d'être inventif. On parle des années 45 à 75, hein, Oui. Donc c'est les 30, pas les 3. Les 30, j'ai oublié le 0. C'est le confinement qui m'a fait perdre la mémoire. Les 30 glorieuses. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait la possibilité de créer, d'avoir sa société, d'aller à droite, à gauche, faire ce qu'on voulait. Mais là, on l'a perdu, tout ça. Oui, mais Éric Marcelli, au sortir de la guerre de 45... Il y avait tout à reconstruire. Voilà. Comme aujourd'hui, on a tout à reconstruire avec le Covid. Et s'adapter. Sauf qu'avant, il fallait construire à tous les sens. C'est-à-dire reconstruire les bâtiments, reconstruire la machine de production. Aujourd'hui, et ça c'est un problème de l'Europe, de la France et de l'Europe, c'est que l'outil de production a vieilli, mais à aucun moment on a effacé pour recommencer. Le problème est toujours le même. Comment raser ce qui est là pour pouvoir reconstruire?
On ne peut pas raser ce qui est là. Voilà. On ne peut pas. Mais on peut avoir une alternative. Et l'alternative, notre équipe, Cobalt, La Réunion. Alors, ça, c'est une nouvelle structure. Une nouvelle structure, oui. Pour accompagner les entreprises. Pour accompagner les entreprises, pour au niveau de la gestion, de manière à optimiser un maximum ce qu'ils font comme travail. Donc, la mutualisation est un élément qu'il faudra utiliser. La mutualisation est un élément qu'il faut utiliser, mais seulement il faut que ça rentre dans les mœurs. J'ai déjà commencé à faire les auto-écoles. C'est une question de confiance, je suppose. C'est une question de confiance, bien sûr, parce qu'on a dit, comme ça, il gagne à côté. Hein avec les auto-écoles, j'ai réussi à mutualiser les moyens, que ce soit pour des produits, que ce soit pour du matériel pour mettre dans la voiture, pour la protection sanitaire. Eh ben, on a montré que c'est possible. Seulement, il faut revenir à ça, à mutualiser les moyens, travailler en sens inverse et ne plus être individualiste, parce que l'individu, il aime être seul, il ne pense qu'à lui. Moi, ce que je vis maintenant actuellement, je vis à travers de mes collègues pour réussir. Et eux, c'est exactement la même chose, parce qu'on a compris. Il y aura toujours des gens qui chercheront à être individuels, puisque diviser pour mieux régner, c'est bien. Est-ce que ça vient d'un sentiment de vouloir dire « j'ai réussi tout seul » ou parce que ça vient d'un trait de caractère d'individualité où ces gens-là n'arrivent pas à vivre avec les autres? Il y a les deux. Il y a les deux. Ils ont besoin des autres parce qu'ils ont besoin de travailler, d'accord ? Que ce soit les institutions ou du privé. Mais souvent, ils disent « Ah, moi, la réussi parce que c'est moi la réussi, quoi. » Et le réunion est comme ça. Moi, la réussi, un peu comme le coq qui va bomber le torse. Voilà, ouais. Exactement. Mais ils oublient que si les autres n'étaient pas là pour qu'ils réussissent, eh ben, ils seraient toujours au même endroit. Et ça, il ne faut pas qu'ils oublient ça. Hein. On vit à travers les autres. On a notre existence à travers les autres. C'est pas une question de fierté, une question d'ego, là, hein, ce que je dis. C'est la réalité. Parce que le social, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Ils se disent social, mais ils ne font pas de social. Ils ne pensent qu'à eux, à s'enrichir, à s'en mettre plein les poches. Et aujourd'hui, alors justement, avec cette nouvelle structure pour accompagner les entreprises, qu'est-ce qu'il faudra expliquer, comment convaincre, comment faire en sorte que la mutualisation, j'allais dire, bénéficie au plus grand nombre? Que l'entreprise d'hier, que ce soit le I, le URL, la SRL, tout ça, c'est du passé. C'est du passé. Nous devons travailler autrement, avoir d'autres statuts juridiques, et à travers cette nouvelle structure juridique, nous pouvons mieux vivre. Et à partir de ça, ça fera diminuer les charges, ça fera payer moins d'impôts, et que ce soit le chef d'entreprise ou les salariés pourront s'en sortir et ne pas appréhender le lendemain. Et c'est la question qui, à chaque fois, pose le journaliste qui parle d'économie. Maîtriser le marché, c'est l'essentiel? Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Maîtriser le marché, oui, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est au côté humain à côté. Oui, mais ça revient à ma question, parce que c'est un élément que le Réunionnais n'a pas cherché, il s'est pas émancipé par rapport à ça. C'est-à-dire que avoir un autre regard sur son environnement professionnel. Oui, ce nouveau regard, c'est pas avoir tout pour soi. Parce que souvent, quand on a un appel d'offres avec la région ou n'importe quoi, il fait en sorte qu'il me gagne tout pour moi. Ouais. Et il ne veut pas partager. Tout à fait. Hein? Et c'est pour ça que tous les marchés vont aux grosses entreprises. Exactement. Et que les petits, les petites entreprises n'arrivent pas à se mettre ensemble, à créer un... Mais ça vient aussi de nos décideurs. Nos décideurs qui préfèrent tout donner aux grosses entreprises que petits. C'est vrai que petits, on n'a peut-être pas les moyens techniques de tout faire. Ok, on donne une grosse entreprise, mais ces grosses entreprises, après, ils dispatchent. Mais en sous-traitant, qu'est-ce qui se passe? On donne à un tel parce que nous connaît à lui, et puis on fera tout donner à ce bout-là, à cette entreprise-là. Et puis les autres derrière, ils vont crever. Et c'est pas bon. Hein? Ce qu'il faut, savoir une répartition des richesses pour tout le monde. Et cette répartition des richesses, quand on parle du marché public, il est possible aujourd'hui, quand on regarde le contexte politique à La Réunion, quand on voit ce qui se dessine,
En 2021, il y aura les régionales et les départementales. Il reste la 17 communes où les maires ne sont pas encore élus. Est-ce que ce contexte politique va favoriser, parce que c'est sans doute là la première chose qu'il faut gérer, c'est que les politiques aillent en ce sens, c'est-à-dire aient la volonté de vouloir faire travailler les petites structures. Oui, mais le problème, c'est que tout notre système éducatif, notre système économique, notre système social, il faut complètement le changer. On ne peut plus travailler dans le même sens. On a eu le Covid, là, qui nous a mis les pendules à l'heure. Hein. On a vu par rapport à l'environnement... J'ai quand même précisé. Le Covid a déclenché quelque chose. Les pendules ne sont pas encore à l'heure pour beaucoup de monde. Merci de rétablir. On a vu par rapport à l'environnement où le système écologique est en train de reprendre la place actuellement. Oui. Mais pareil, nos hommes politiques, il va falloir qu'ils changent complètement de mentalité et non des petits arrangements derrière la cuisine comme on voit actuellement et pour les prochaines élections qui vont le deuxième tour. La question, c'est est-ce que des hommes qui ont plus de 70 ans, qui sont là depuis 50 ans, vont changer de méthode de travail ? Mais il faut, pour changer, pour avoir un bon changement, c'est 2 générations, un choc psychologique. D'accord. Le choc, il est là, déjà ? Ouais, mais je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Parce que 70 ans de penser dans la même direction, c'est difficile à enlever. Hein. Oui, c'est pour ça que la semaine prochaine, on essaiera d'avoir Éric Marcelli avec un chef d'entreprise qui a envie de changer, justement. On va essayer de voir si on peut la voir, si on peut avoir un regard différent. Parce que pour changer, il y a une chose, il faut avoir envie de le faire. Exactement. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Merci Éric Marcelli de terminer ainsi. On vous revoit la semaine prochaine et on va continuer à parler d'entreprise et voir comment les entreprises réunionnaises veulent évoluer aujourd'hui. Et on verra aussi si la politique continue à avoir la main mise sur ces éléments de notre société, parce que ceux qui produisent des richesses, ce sont les entreprises, pas la politique. Merci Éric Marcelli, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.